Salut à tous, c'est TheBB1. Alors, excusez-moi du retard. Franchement, je suis désolé. Je préférais faire cette vidéo beaucoup plus tôt, mais ça y est, en juin, les films du mois d'avril arrivent. Et oui, je sais, ça fait un petit moment. Mais donc, du coup, c'est l'heure de sortir cette vidéo. Alors, pour commencer, je tiens à vous dire que j'ai pas eu de déception durant le mois d'avril. J'ai vu quand même pas mal de films, et du coup, je voulais revenir en premier lieu sur les deux films que je suis allé voir en salle. Le premier, c'est Michael, que je suis allé voir dans sa première semaine de sortie parce que j'aime énormément la musique de Michael Jackson. Alors, mon avis sur ce film qui retrace la vie de l'enfance de Michael jusqu'à sa séparation des Jackson 5, un moment clé de sa vie parce que oui, il y aura deux parties, mais c'était sympa. Pourquoi je dis sympa? Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le film est la frise chronologique de la vie de Michael Jackson. On le voit grandir et tout s'enchaîne autour des concerts. Alors oui, j'ai eu des frissons sur mon siège. Je trouve qu'on a face à nous un Michael qui fait crédible au niveau de la personne, au niveau de la chorégraphie. Les scènes de concert sont ok tiers, parce qu'il y a une CGI assez dérangeante autour de la scène qui fait trop cheap et trop cinéma à mon goût, et les plans sur les gens qui s'évanouissent sont juste beaucoup trop insistants, et c'est comme si c'était la seule manière de montrer l'aura de Michael. Après, dans les autres défauts, c'est que le film, on peut pas trop savoir à quel point il est objectif vu que c'est la Jackson Family qui finance, donc du coup, on peut se poser des questions sur le réalisme du film. Moi, je trouve quand même que Michael Jackson est un peu idéalisé dans le film. Encore un peu, j'abuse, c'est énormément idéalisé dans le film. Il a un côté presque divin, il est juste parfait, il fait pas de mauvaises actions, il est gentil avec tout le monde, et il a pas de défauts. Alors, hâte de voir comment ça va être abordé dans la seconde partie, notamment autour de toutes les polémiques qu'il a eues. Mais pour moi, peut-être que le film manque d'objectivité et aurait énormément gagné à en avoir. Après, je tiens à dire que j'ai apprécié le film parce que c'est Michael Jackson. Et c'est ça, en fait, le point du film. On aime le film parce que c'est Michael, pas parce que c'est un bon film, mais parce que c'est Michael Jackson. Parce que voir Billie Jean au cinéma, waouh. Après, il y a plein de problèmes, comme ces personnages qui sont mal gérés, je trouve notamment en temps d'écran et en réalisme au terme de leur comportement. Et moi j'ai passé un bon moment et je pense tout de même qu'une séance de cinéma en VOSTFR a vraiment rajouté un plus sur mon visionnage et ça a été pour moi la meilleure manière de le voir et j'espère que la suite sera mieux et plus objective. Le second film que j'avais vu ce mois et que j'avais failli rater, c'était le Project Hail Mary de Phil Lord et Christopher Miller, que vous connaissez peut-être pour les films Lego Movie ou les Miles Morales. Ici on suit Grace, un astrophysicien qui se retrouve dans l'espace pour une mission que je ne vais pas spoil, et il va lui arriver des péripéties dans l'espace, et notamment avec Rocky, un extraterrestre présent dans la bande-annonce. Alors, Project Hail Mary, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un film qui a été énormément apprécié à sa sortie, et énormément vu, beaucoup plus de succès que ce qu'on s'y attendait. Et j'ai beaucoup aimé le film. Déjà, vous connaissez sûrement mon amour pour Ryan Gosling, mais là, ce qui m'a plu dans le film, c'était l'ambiance. J'ai été séduit par la proposition du film. Je prends beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Grace, et leur chimie avec Rocky est vraiment pour le coup agréable, drôle et présente. En termes de visuel, je trouve ça excellent. Peut-être l'un des plus gros points forts du film. Il m'a été fait sans fond vert, et je trouve ça magnifique. Ça marche sur tous les plans, sauf un où la maquette du vaisseau était un peu visible et distinguable. La bande son, très bonne aussi. On retrouve un film qui passe au niveau du rythme, même si je pense qu'il aurait un peu gagné en raccourcissant presque de 10 minutes, ce qui aurait pu vraiment l'améliorer et lui rajouter une énorme plus-value. Je n'ai pas grand chose à ajouter, à part que ce film m'a vraiment fait ressentir des émotions, et m'a fait passer un très bon moment de cinéma, je le recommande sans problème parce que c'était un pur kiff. On passe à ma découverte du mois et je voulais ici parler de Chungking Express de Wong Kar-wai, sorti en 1994. Wong Kar-wai, c'est pas la première fois que j'en parle, il a réalisé In the Mood for Love ou encore Fallen Angels. Chungking Express est un film de romance, mais pas comme In the Mood for Love dans le sens où il est plus expérimentable et pour moi bien moins accessible dans sa façon de prendre le scénario et sa mise en scène. Mise en scène que j'ai d'ailleurs beaucoup aimée, et on est à mi-chemin entre le très accessible In the Mood for Love, qui reste pour moi son chef-d'œuvre incontestable, et des films comme Fallen Angels ou Ashes of Time que je trouve bien plus expérimental. J'ai bien aimé le scénario, les personnages, je les trouve bien construits et ils marchent. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est du très haut niveau comme d'habitude, avec ce réalisateur on est vraiment dans quelque chose de différent. On retrouve ce grain et cette image dilatée signe de son cinéma. Comme pour Fallen Angels et In the Mood for Love, on vit une expérience de cinéma, avec en plus pour la BO California Dreaming qui passe super bien. Ça y est, on passe sur le top 3. Pour commencer, j'ai mis un film de Francis Ford Coppola, le réalisateur de la trilogie du Godfather. Bram Stoker Dracula, sorti en 1992, qui est une adaptation du roman de Bram Stoker. Je trouve que ce film est pour le moins excellent.
On est plongé dans l'ambiance de Dracula et Coppola assume totalement cet univers. Que ce soit avec la photographie, les séquences oniriques qui virent au gore même parfois, le choix des décors, des costumes et la musique surtout, je trouve que c'est vraiment bien effectué. Le casting est génial. Bon après, vu les acteurs présents, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins et Gary Oldman, que je trouve d'ailleurs Dracula magistral, parce qu'il sait être menaçant, il sait être mystérieux, tourmenté, romantique, et sur son visage le désir ressort. Après je trouve qu'Anthony Hopkins est très bon, comme d'habitude il est dans le rôle, transmet avec force l'excentrisme et la nation de son personnage, Von Helsing. Après Dracula c'est une histoire que je trouve complexe, touchante et entraînante. Je connaissais pas l'histoire du roman et je la trouve bien plus profonde et complexe que ce que je pensais. En termes de rythme, je trouve ça bien géré. La mise en scène est vraiment de haut niveau parce qu'on a encore une fois chez Coppola une de très belles transitions, des plans mémorables dont un que vous connaissez presque tous. Il y a aussi de nombreuses références à Nosferatu de Murnau, le pionnier du film de vampire, et tout le film est sublimé par une musique que je trouve bien trouvée pour correspondre au gothique. Bref, le film pour le coup c'est une immersion totale dans l'histoire du plus grand vampire de tous les temps, et même si c'est un peu expérimental par moments, ça vaut largement le coup pour son ambiance. Comme je l'ai dit, costumes, décors, musique, casting et personnages, tout m'a l'air respecté à la règle même si j'ai pas vu le roman. Et on est pour moi vraiment dans un film de vampire qui s'assume et qui est très plaisant à regarder. Le deuxième film que j'ai préféré voir en mars, c'est Memories of Murder, sorti en 2003 de Bong Joon-ho, un réalisateur coréen que vous connaissez peut-être pour Parasite. Alors ce qu'il faut savoir sur Memories of Murder, et je pourrais en parler longtemps de ce film, c'est que c'est issu d'une histoire réelle. L'histoire d'un meurtrier qui a attaqué des jeunes femmes dans la campagne coréenne en 1989 à Wolseong et qui va donner du fil à retordre à la police car c'est le premier psychopathe de Corée et les Coréens n'étaient tout simplement pas prêts à rencontrer un tueur aussi méticuleux et aussi fort. En fait, ce film va retranscrire la difficulté pour les policiers d'une manière tellement authentique que ça rend le film vraiment incroyable. Le film va vraiment se tourner sur la psychologie du policier et sa résilience à continuer malgré tout ce qui se passe. Même si son enquête se passe mal, il continue. Et tout est fait pour nous frustrer, pour nous mettre à mal comme eux ils le sont. Le film a une photo grise, sans émotion et très terne. La musique est mélancolique et l'humour noir. On est dans l'esprit des policiers. On est avec eux dans cette enquête. D'ailleurs cette enquête, revenons dessus, eh bien, même si c'était issu de faits réels, je trouve que Bong Joon-ho l'adapte très bien au cinéma, avec le suspense, la frustration qu'elle nous fait ressentir. Pour le morceau d'histoire que c'est, pour l'impact que ça a eu, moi je n'en dirai pas plus, mais ce que je conseille de faire, c'est d'aller juste le voir, parce que c'est un grand film. Mon film préféré du mois est pas connu du tout, pourtant c'est un bijou. Il s'agit de Escape from the 21st Century de Lee Young, sorti en 2024. Pour vous faire la base du film, 3 adolescents en 1999 sur la planète K, qui est similaire à la Terre, reçoivent un pouvoir d'un mélange chimique qui leur donne le pouvoir d'aller de 20 ans leur conscience dans le futur en éternuant. Ils veulent revenir en 1999, il faut qu'ils éternuent de nouveau. Le film est une expérience magique. Dès le début, on est attrapé dans une direction artistique déjantée et de pur plaisir. Il y a des effets de cartoon, voire animé japonais, des changements de format, un travail sur la photo avec des plans hyper colorés, et des musiques et des chansons sorties de nulle part. Pour le coup, tout ce que je viens de citer avant était génial et donne une vraie identité au film. Après, on a de bons personnages qui, malgré leurs stéréotypes, restent intéressants et très attachants, qui sont tous un humour de nerd que j'affectionne tout particulièrement. Alors oui, Escape from the 21st Century, c'est un film qui est original et décalé et qui se repose quand même beaucoup sur son côté fun. Mais ce serait oublier que Lee Young a aussi un talent de cinéaste. Le format, les choix des échelles de plan, les transitions et les raccords sont bien exécutés et le montage est ultra dynamique et satisfaisant. Franchement, pour un premier film, ça me donne juste trop hâte de voir ce que Lee Young fera à l'avenir. Escape from the 21st Century, c'est une expérience ultra originale. 1h30 de pur plaisir dont je vais longtemps me souvenir et je peux que vous demander de lui donner une chance. Ça y est, j'en ai fini pour mes critiques sur les films que j'avais vus en avril. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker du coup si vous avez kiffé, à me donner votre avis dans les commentaires, et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur le cinéma. C'était The Billy One. Salut!